Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement qui a été co-construit donc avec Loico, dont Christophe Barmand dira quelques mots et qui présentera effectivement un petit peu leur service. Et puis Soft Power, qui est le nouveau nom des activités de software à destination des porteurs de projets, dont je vous dirai également quelques mots après. Le déroulement de l'événement, on va dire un petit mot effectivement plus en détail sur SoftWeb, enfin nouvellement Soft Power, qui sommes-nous? On va vous poser, on va vous dire effectivement également quelle est l'entreprise Loico, si vous ne la connaissez pas déjà, qui est Christophe Barmand, et puis après on parlera vraiment du contenu de la présentation sur l'agilité organisationnelle, sur comment on peut réinventer le leadership pour les petites organisations. Et à la fin, on aura toute une partie de réponses à vos questions. Alors, BUI, B-U-I, n'est-ce pas Aurore Bui, pas de souci. Je suis effectivement créatrice de SoftWeb, donc une entreprise sociale qui existe depuis une dizaine d'années, et puis créatrice aussi, actuellement présidente, mais encore pour une courte période, de l'association Soft Power. SoftWeb, actuellement, est vraiment une entreprise dédiée au conseil en innovation sociale. Donc, on travaille avec des entreprises, des fondations, des institutions. On les aide à créer des projets positifs pour la planète. Et puis, Soft Power, qui est né en 2017 sur l'impulsion des alumni, c'est-à-dire des anciens de SoftWeb, c'est une organisation qui est vraiment, elle, dédiée aux porteurs de projets, aux gens qui ont envie donc, de monter un projet entrepreneurial ou, pour le dire différemment, de changer le monde, parce qu'avec un projet entrepreneurial ou associatif, on peut aussi changer le monde. On agit de différentes manières, mais dans les choses qui peuvent directement vous parler. On a un espace de coworking communautaire, solidaire, qui se trouve aux Eaux Vives, en centre-ville de Genève. On a une communauté forte de gens qui s'intitulent ou pas entrepreneurs sociaux, et on essaye vraiment, typiquement pendant la période de Covid, on avait moins de coworking, mais tout autant de ressources en ligne, d'événements pour cette communauté, notamment via cette fameuse plateforme Softways, ways.ch. Et puis, on a un programme de mentorat dont l'appel à projet est actuellement ouvert jusqu'à septembre pour les femmes entrepreneurs en particulier, parce qu'on a remarqué que des personnes avec des différences, alors ça peut être des femmes entrepreneurs, on accompagne aussi des entrepreneurs avec des origines migrantes, enfin voilà, des gens avec des parcours atypiques. On s'est rendu compte que le mentorat, en plus de l'aspect coaching business, était vraiment important pour oser valoriser son projet, le mettre à la vitesse supérieure et aborder les aspects perso qui des fois sont vus comme un frein au projet entrepreneurial, mais en fait une sensibilité personnelle à un thème par exemple environnemental ou un défi qu'on a rencontré dans sa vie, ça peut aussi être une force pour un projet entrepreneurial et notamment d'entrepreneuriat social. Et on accompagne ce processus à travers un accompagnement d'1 an de type mentorat. Voilà pour la partie présentation de Soft Power. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous en dire plus sur lui, sur l'ECO et puis sur le sujet du jour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Aurore de ton invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. On voulait parler un petit peu entrepreneuriat aujourd'hui. On voulait un petit peu surtout parler de votre rôle à vous, entrepreneur, dans le cadre de petites structures. C'est vrai que tout tourne beaucoup autour de l'entrepreneur, en tout cas au début. Après, évidemment, il faut un peu laisser la main aux gens. Donc, je vais essayer de vous passer au travers de quelques histoires ou quelques petits tips qu'on a pu notamment tirer notre aventure Loico. Alors, Loico, en quelques mots, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment une organisation donc, qui, à la base, fait de la sous-traitance organisationnelle. Donc, on est ce qu'on appelle un one-stop shop en bon français pour toutes les fonctions de support d'organisation. Donc, on sous-traite les RH, les finances, les assurances, le marketing, tout ça sous la même marque. L'avantage étant que pour une petite structure, vous avez tout près du même partenaire. C'est intéressant en termes de coût, en termes de qualité. Et plus l'entreprise est grande, plus en fait, elle va faire du picking dans nos services. Ce qui est un peu particulier avec l'histoire Loico, c'est vrai, c'est qu'on a créé l'entreprise en 2013, il y a de ça 7 ans. Et puis cette entreprise a une croissance assez forte, sans que finalement la croissance soit un but en soi.
et sans que eh bien, on ait d'objectifs particuliers en termes de développement de chiffre d'affaires, de rentabilité évidemment un petit peu, parce qu'à un moment donné, bah, il faut sortir des chiffres rouges quand on crée une startup, vous le savez toutes et tous, mais on voulait vraiment que les valeurs et ce qu'on voulait créer ensemble soient au premier plan. Alors quand on crée une entreprise, c'est clair qu'au départ, tout tourne pas mal autour du ou des fondateurs. Euh, moi, j'aime pas trop évidemment le titre de PDG, mais j'ai beaucoup aimé cette étude qui a été faite il y a ça quelques années auprès de patrons québécois d'entreprises de taille petite, moyenne, grande, et qui parlaient de leur rôle, en fait, finalement, en tant que leader d'organisation. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce leader, en l'occurrence, eux, là, ils l'ont appelé PDG, mais c'est clair que s'appeler PDG quand on est 1, 2, 3, 4, c'est un poil ridicule. Donc, on va parler d'entrepreneur dans notre démonstration. Et puis, moi j'aime beaucoup cette étude parce que finalement, elle a permis de toucher ce qui était très important en termes de leadership pour ces 75 patrons. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça que c'est un modèle que j'ai intégré quand je parle d'entrepreneuriat. Donc, on dit que les 4 rôles du leader, de la personne source, hein, pour ceux qui ont, qui ont lu le livre, pour le fondateur, pour le PDG, comme vous voulez, tourne autour de l'environnement, de l'organisation, de la stratégie et du modèle d'affaires, avec un rôle pour cet entrepreneur qui est pour l'environnement un rôle d'explorateur, pour l'organisation en termes de collaborateurs, mais le collaborateur vraiment qui rassemble, qui réunit, on en parlera pas mal aujourd'hui. Et puis, évidemment, le navigateur, celui qui définit la ligne, l'horizon dans lequel on doit aller. Et puis, le modèle d'affaires, celui qui met en place, qui le développe, mais également qui le provoque. Puisque un modèle d'affaires, eh bien, il n'est bon qu'à un moment T, et à un T plus 100, il est déjà plus bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut régulièrement le revoir. Donc, on va aller un petit peu dans ces dans ces 4 dimensions et puis je me réjouis ensuite d'entendre évidemment vos remarques par rapport aux propositions qu'on va vous faire. Ça reste des propositions, hein, c'est évidemment jamais la Sainte Bible ou la Sainte Messe. Tout ce qu'on vous dit, c'est notre expérience. Par rapport à la question de la stratégie de l'organisation et du rôle de navigateur, et évidemment, et je pense que vous êtes dans ce call, vous vous serez pas contre moi, en tout cas pour ça. C'est vraiment le leader, il doit donner du sens, il doit inspirer par les valeurs qu'il défend. Et nous, dès le départ, chez Loïco, on a d'abord posé des valeurs. On était peut-être un petit peu de storytelling là, mais on était quelques collaborateurs à avoir été en gros dans une organisation avant qui a été racheté par un grand groupe français pour lequel la rentabilité à court terme et puis la marge était ce qui était le plus important. Et puis, en quittant l'entreprise, on s'est dit non, mais non, enfin, nous, on veut quelque chose d'autre, on veut générer quelque chose de positif ensemble. Et puis, on a créé cette entreprise Loïco en 2013 basée sur des valeurs hyper fortes. Loïco, ça veut dire Loyalty Company. Hein, donc, déjà dans le nom de l'entreprise, vous sentez que cette notion de valeur, de loyauté envers toutes les parties prenantes de l'entreprise est très présente. Et donc ces valeurs, voilà, ça c'est nos valeurs. J'ai pas évidemment dans les détails des valeurs Loïco, mais vous sentez déjà là que l'humain évidemment est très très au centre de ces valeurs. Et puis il y a une chose qui est intéressante, vous avez vu que j'ai rapidement cité le bouquin Comment c'est que le pourquoi, hein, ou Start with Why de notre ami Sinek, qui est évidemment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et dans un de ses talks, qui est un des talks les plus vus sur TED, en fait, il utilise ces 3 cercles, fameux 3 cercles pour le marketing. En l'occurrence, il utilise pour plein d'autres choses ces 3 cercles. Il utilise pour le marketing. Il dit, il y a 3 niveaux en fait pour vendre une prestation, pour vendre un service. D'accord, il y a le what, qui est le cœur. C'est par exemple pour Apple, parce que lui, c'était l'exemple d'Apple. Apple vend des ordinateurs. Hein, d'accord, donc je communique, je vends des ordinateurs. Ensuite, il y a le how. Je vends des ordinateurs qui ont une ergonomie exceptionnelle, qui sont beaux, voilà, qui se bootent très très rapidement par rapport à PC à l'époque. C'était clairement une valeur ajoutée d'Apple. Et puis le troisième niveau, qui est le niveau le plus important pour lui, c'est le why, c'est le sens. Apple va changer l'interaction qu'ont les gens avec le monde, donner accès à tout le monde à l'information. Après, vous pouvez être d'accord ou pas avec le why d'Apple, c'est pas tellement l'idée. Mais ce que Sinek dit, c'est que les gens achètent sur le sens finalement. Et c'est quand on est entrepreneur, évidemment, une des premières choses que l'on doit faire, c'est être capable de développer un produit qui plaît à son public et puis qui s'achète. Et en l'occurrence, le Eco, au début, on s'est surtout dit, mais nous, on veut avoir des valeurs fortes, on veut les communiquer. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que la marque développait ce qu'on appelle chez nous un effet aimant, c'est-à-dire que aimant, mais qui attire à lui. Hein. Et en fait, très souvent, quand on communique,
Et les valeurs sont importantes, mais après, il faut aussi bien savoir communiquer dessus, évidemment. Puis, si vous connaissez un peu Loico, c'est qu'on a une équipe marketing qui est assez active. Et donc, évidemment, parce que si vous voulez des trucs super, mais personne ne le sait, c'est un peu emmerdant quand même. Mais en communiquant beaucoup sur ces valeurs, en fait, on s'est rendu compte que les clients venaient à nous finalement pour nos valeurs. Ce qui est comme assez exceptionnel, puis du coup, qui donne un petit peu foi en l'humanité. Finalement, si les acheteurs de services ou les consommateurs eh bien, achètent à des gens qui ont des valeurs fortes et qui ont un impact favorable sur les gens, sur l'environnement, c'est plutôt positif pour le monde que d'ailleurs on doit sauver et il nous reste relativement peu de temps. Voilà pour les valeurs, voilà pour le sens. Je ne vais pas vous passer la vidéo de Bicorp, mais Bicorp pour nous a été centrale parce que quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre modèle de performance d'organisation? Je m'explique, vous créez une entreprise, il faut que vous ayez un projet et que en fait, vous arrivez à aligner tout le monde autour de ce projet et autour d'une vision commune de la performance. Et donc, on a été chercher une vision commune de la performance. On a trouvé Bicorp, qui est ce mouvement exceptionnel. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez Bicorp, mais il est né il y a un peu plus de 10 ans aux États-Unis, une quinzaine d'années maintenant. Parce qu'aux États-Unis, en fait, si vous maximisez pas le profit de vos actionnaires en tant que dirigeant d'entreprise, par exemple, si vous distribuez 1% de votre chiffre d'affaires pour planter des arbres, n'importe quel actionnaire peut venir vous attaquer pénalement et dire non, mais écoutez, vous êtes une SA, votre objectif c'est de faire de la rentabilité, moi j'avais dans ma poche, et au pénal il gagne, hein, donc c'est quand même très très fort. Ce qui fait qu'il y a de ça une quinzaine d'années aux États-Unis, il y a un mouvement, le mouvement des Benefit Corporation, donc les entreprises qui veulent le bien, qui s'est levé. Et puis, parmi celles-ci, il y avait déjà les flagships comme Patagonia, Ben Jerry, que vous connaissez très très bien, et qui ont dit, bah, nous, on veut un autre format d'organisation. Et puis, ce nouveau format, ce qui est assez fort, c'est qu'ils ont réussi à en faire un statut juridique aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous pouvez être SA ou B Corp. Et si vous êtes B Corp, vous avez l'obligation, en plus d'être pérenne au niveau financier dans le temps, d'avoir un impact favorable sur les gens et sur l'environnement. C'est marqué dans vos statuts. Et puis, du coup, vous n'avez plus cette possibilité pour les actionnaires de vous attaquer pénalement si vous n'êtes pas uniquement en train de maximiser leur profit. Donc, nous, chez Loico, très rapidement, on a intégré ce modèle B Corp. Je ne vais pas dans les détails de tout ça, hein. Ce qui est juste intéressant de comprendre, c'est que finalement, si vous avez d'autres indicateurs de performance, là, on a utilisé les 3 P, People, Planet et Profit. C'est comme ça qu'on l'avait posé au début. Maintenant, on les a fait un petit peu évoluer avec les 5 axes B Corp. Mais vu que j'ai peu de temps, là, je ne voulais pas aller dans le détail de ces axes B Corp. Mais pour dire en fait que ces axes sont devenus nos leviers de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, c'est aussi important que les collaborateurs aient du plaisir, soient heureux, participent à la vie de l'entreprise, s'impliquent, puissent avoir une vie privée aussi riche que leur vie professionnelle et j'en passe. C'est aussi important ça que de faire du profit. Ce qui fait que ça change complètement la dynamique de l'organisation dans laquelle vous êtes. Il y a de la performance, il faut de la performance. Moi, je dis toujours, sans performance, il ne peut pas y avoir de bienveillance. Parce que ce qu'on génère ensemble est médiocre. Si on a peu d'impact, si nos clients ne sont pas contents, on n'aura pas de plaisir et on n'aura pas d'impact non plus sur des leviers autres que, évidemment, alors sur le profit, ça sera compliqué, mais sur les autres leviers, ça sera aussi compliqué. Donc, il faut de la performance. Et quand on est entrepreneur, puisque là, on est dans la dimension plus stratégique, hein, qui est l'acte entrepreneur-navigateur, on doit poser les valeurs, comme j'ai dit avant, et on doit aussi poser la performance et sa vision de la performance, et faire en sorte que les gens qui rentrent dans l'organisation adhèrent à ça. Et ne soient pas des gens, et ça aussi, on le check au niveau de l'engagement, ne soient pas des gens qui sont uniquement là pour faire un maximum de pognon sur le dos de l'organisation et sur le dos des clients. Sinon ça ne va pas fonctionner. Il y a un problème d'alignement de valeurs et de vision de la performance. Ce qui est assez exceptionnel, là, je donne quelques exemples, mais voilà, ça c'est l'exemple de causes pour lesquelles on s'implique sur l'indicateur planète, hein, donc sur le levier de performance planète. IDEA, certains connaissent. Alors moi, j'ai pris la présidence de ça il y a quelques années. L'ECO s'implique beaucoup pour faire rayonner ça aussi, sans de nouveau se mettre en avant. Souvent, les gens ne font pas du tout le lien entre IDEA et l'ECO. Demain Genève, en fait, pour certains, vous avez peut-être vu ce film qui est le Demain, donc le fameux blockbuster français, mais à l'échelon local, c'est-à-dire un film qui montre les initiatives favorables pour Genève. Et ça, ce film, ça a été des centaines d'heures de l'équipe marketing de l'ECO, qui l'a réalisé elle-même. Ces centaines d'heures-là, dans une vision traditionnelle de la performance, vous ne pouvez juste pas les mettre.
vous pouvez justifier auprès d'aucun actionnaire traditionnel que votre équipe marketing va passer 500 heures non chargeables, non facturables à des clients, uniquement entre guillemets pour une question de cause. Et là, dans cette logique de vision de la performance sur l'axe planète, eh bien pour nous, c'est de la performance que de passer ces heures. Donc, vous voyez cette logique qui est quand même très, très différente. Et donc, du coup, c'est des magnifiques projets que vous pouvez mener. Là, c'est une vidéo que j'aime bien montrer. Je ne vais pas vous la montrer là, j'ai peu de temps, mais voilà, enfin, le fait qu'on passe des moments sympas. Là, c'était un voyage qu'on a fait il y a 3 ans, en l'occurrence au Portugal, avec tout le monde. On était parti 4 jours, on a fait la fête, c'est absolument génial. Et puis, l'entrepreneur ou l'employeur traditionnel dira: ah ben j'ai fait ça pour faire du team building. Nous on dit mais ça n'a rien à voir avec le team building, c'est que avoir du plaisir ensemble, c'est de la performance. Donc ça veut dire que ça fait des points bicorp comme on dit chez nous, hein. C'est un peu une boutade entre nous, mais ça fait des points bicorp. En termes d'indicateurs, c'est fort. Et puis en plus, franchement, quand vous avez fondé une entreprise, puis que vous voyez que les gens ont du plaisir, passent un moment sympa ensemble, c'est vrai que c'est un truc absolument génial qui se passe. D'accord? Et puis, alors, au niveau plus outils, je voulais quand même vous laisser des outils. Nous, on a beaucoup travaillé avec cet outil qui s'appelle la stratégie map. Essayez pas trop de lire ce truc, parce que finalement, là, avec en plus la résolution que vous avez, ça sera pas génial. Mais en fait, le navigateur en chef, donc ce leader qui doit poser une ligne, alors qu'une ligne qui peut être co-créée, hein, mais lui doit être animateur de cette réflexion, eh bien, il doit établir une vision, ou co-établir une vision. Et là, dans cette méthodologie qu'on appelle chez nous la stratégie map, eh bien, on va définir 5 méta-indicateurs qui permettent finalement enfin, 5 méta-objectifs, pardon, collectifs, qui permettent d'œuvrer dans le sens de la vision. Et en fait, pour chacun de ces lignes d'objectifs, vous allez avoir, hop là, je vais trop vite, vous allez avoir une colonne people. Donc, quels sont les chantiers, les projets que je vais mener au niveau de mes gens pour atteindre une rentabilité pérenne? Quels sont les services et les solutions informatiques que je dois mettre en place pour le même objectif? Et quels sont les partenariats que je dois développer? Et en fait, depuis le début de l'OICO, on a posé ces cas stratégiques. Et puis, petit à petit, les projets qui ont été menés, on les a posés là-dedans. Puis, en co-création avec les équipes, on se dit: ah, on devrait rajouter ça ou enlever ça, ça fait plus de sens, etc. Et du coup, vous donniez vraiment cette logique de navigation. Alors, pour certains, ce truc-là paraît hyper, hyper traditionnel et puis hyper management traditionnel. Mais ça permet de mener une ligne. Et puis surtout, quand vous communiquez sur les projets, dire: on ne fait pas ce projet pour n'importe quoi. On fait ce projet parce qu'il est dans cette logique-là, dans cet objectif-là. Et en termes de communication et d'empowerment interne vers la stratégie commune, c'est assez fort. Donc voilà pour ce rôle de navigateur. J'ai parlé de sens, j'ai parlé de performance bienveillante, j'ai parlé d'un outil pour définir quel projet on devait faire ou ne pas faire. Après, je vais parler du deuxième rôle de l'entrepreneur ou du leader, appelez-le comme vous le voulez, c'est le rôle d'explorateur. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est très souvent dans l'organisation, eh bien, on a tendance à un peu se regarder le nombril, à regarder, bah oui, alors nos clients, c'est déjà pas mal si on le fait, mais c'est pas tout à fait le nombril, mais surtout la peine à se projeter. Et je pense que la personne source ou l'équipe source ou le leadership doit vraiment avoir ce rôle d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe, d'échanger. Alors, comment est-ce que nous, on le fait chez nous? On le fait sur 4 axes. On le fait sur l'axe des partenariats. Donc, ça veut dire qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle chez nous de la co-création. J'en ai quelques exemples après. Donc, avec plein d'organisations. Par exemple, aujourd'hui, avec Aurore, c'est une co-création. Ça veut dire qu'on va faire un événement ensemble et puis on va toucher une communauté qui n'est pas la nôtre. Et en plus, on va apprendre de cette communauté. Donc, il y a une notion évidemment d'être connu, une dimension marketing, mais aussi une dimension d'échange, d'enrichissement, puis de voir ce qui se fait ailleurs. La veille marché, évidemment, bouger, aller dans des endroits où il se passe des choses. Les salons sont peut-être plus les bons endroits pour faire ça, mais on va en parler un tout petit peu. L'engagement pour des causes, et ça c'est hyper important, et je vais en parler aussi un petit peu, c'est qu'on fait partie du monde, on est interrelié avec toutes les organisations du monde, et puis du coup, on doit s'engager aussi pour des causes qui font du sens, à titre personnel. En tant que leader, il faut le faire. Moi, j'y crois de manière fondamentale. Et puis, il faudrait que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent un maximum, parce que vous donnez la possibilité de le faire, s'engager pour des causes, des associations qui font du sens pour eux. Donc ça, je vais aussi en parler un tout petit peu. Et puis, il y a aussi la notion d'expérimentation. C'est que l'explorateur, le leadership, le leader, doit pousser à l'expérimentation. Il faut essayer des choses et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et souvent, le problème dans les organisations qui sont très participatives, en fait, il y a ce côté un peu consensus mou. Ça veut dire qu'en fait, on va faire un truc qui ne fait pas trop peur à tout le monde, qui est pas innovant, qui n'est pas challenging.
mais on va le faire parce qu'il ne fait pas trop peur à tout le monde. Et ça, c'est le rôle du leadership, de dire non les gars, il faut qu'on essaie, il faut qu'on teste, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on sera plus bon à terme en termes de business model, on n'aura plus de facteurs différenciants, etc., etc. Ou si on n'a pas commencé à en avoir, on n'en aura jamais, quoi. D'accord. Alors, sur ces différents domaines, quelques exemples. Donc, Loïc, on a toujours beaucoup participé, plein de choses. On adore le sport. Donc, on a co-organisé le COP Beach Tour, l'étape genevoise. On co-organise le Matterhorn Ultra, c'est une course un trail en montagne. On a produit des émissions pour les Monts Bleus. On fait beaucoup d'événements avec la communauté Bicorp, par exemple. Après, la question de la veille marché, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui de la veille marché? Évidemment, il y a tout ce qui est réseau social. Alors, on est hyper actif sur les réseaux sociaux à titre personnel. Moi, j'y passe à peu près entre 1 heure et 2 heures par jour, hein, donc à échanger. Alors, ça peut être soit de manière active, parce que j'échange, soit de manière plutôt en observateur, hein. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est événement, tout ce qui est événementiel, inspirant, auquel il est toujours utile de participer. Moi, je privilégie toujours dans l'événementiel aujourd'hui, j'ai vraiment banni la question du networking ou du fait d'aller boire un verre avec des gens en fin de journée. Moi, ça, honnêtement, ça apporte très très peu finalement. Ce qui va vous apporter, c'est pour moi deux choses. C'est l'inspirationnel. Et puis la deuxième chose, ça va être dans le cas où vous participez activement. Donc moi aujourd'hui, vous direz peut-être que au tout début de la carrière d'entrepreneur, c'est plus difficile que je dirais pas que je suis en fin de carrière, mais qu'après quelques années, parce que vous n'allez pas forcément être invité à parler. Mais aujourd'hui, je vais presque plus dans des événements dans lesquels je suis actif et je parle. Voilà. Bon, après, vous direz, c'est peut-être possible pour moi et pas pour tout le monde. Mais essayez d'être actif, essayez de co-créer, essayez lorsque vous allez dans un événement d'y apporter quelque chose. Et du coup, les gens qui sont dans l'événement vont venir à vous après, alors que s'il n'y a pas eu d'interaction, enfin de gestion active de l'événement par vous-même, en fait, vous allez revoir des gens que vous avez déjà vus et puis reboire un verre avec les mêmes personnes. Donc, bon. Voilà, donc ça, c'est l'action de veille marché. Puis après, la question de l'engagement réel pour des causes qui font du sens, alors ça, c'est mes causes à moi, hein. Donc voilà, je suis un hyperactif de l'associatif, je suis président de l'association genevoise des sports de neige, vice-président du fonds du sport du fonds du sport pour, enfin du fonds de la loterie Remonte pour le sport, pardon. Et puis je suis aussi président de la fédération Remonte des consommateurs, que vous devez connaître, président d'IDEA. Donc moi, je suis vraiment un hyperactif là-dedans. Mais imaginez-vous que vous ayez, nous aujourd'hui on a 100 collaborateurs, mais que vous ayez 100 collaborateurs chez Loico qui aient aussi des engagements. Parce que ça leur plaît d'être à la Croix-Rouge, notamment on a une collègue de notre LBS qui est à la Croix-Rouge, etc. Vous leur donnez du temps pour ça, donc ils peuvent, en tant qu'entrepreneurs, les entrepreneurs, en général, ils peuvent le faire. Ils peuvent se barrer à 11 heures pour aller à une séance de comité. Imaginez-vous que chacun de vos collaborateurs puisse le faire. Imaginez-vous la force de ce modèle dans lequel évidemment, des actions avec des valeurs fortes comme celle-ci vous permettent à vos collaborateurs d'apprendre, d'aller chercher de l'information, mais également de rayonner et de se développer un réseau, comme souvent les entrepreneurs le font assez bien, mais imaginez la force si les 100 collaborateurs peuvent le faire. Voilà. Et puis après l'expérimentation, il faut tenter des choses, hein. On a lancé il y a quelques années une plateforme en ligne RH qui s'appelle Yalti. Ça n'a pas marché parce que bon, le projet était vraiment génial, mais à un moment donné, on a dû se dire, ouais, mais est-ce qu'il faut trouver du financement externe? Finalement, on a décidé de garder ça parce qu'on voulait que ça soit notre outil. Et puis à la fin, on n'avait plus assez de moyens pour continuer à maintenir la plateforme. Puis on a dit, on a tiré la prise, on dit, on arrête. Et en interne, ça a été un espèce ouais, c'est un échec. Donc pour les gens, c'est traumatisant. Et en fait, le risque que vous avez, c'est qu'en fait, on lance plus aucune expérimentation. Et qu'on se dise, ah ouais, mais on va faire déjà ce qu'on sait déjà faire, etc. Et puis, du coup, c'est hyper risqué, évidemment, parce que si vous expérimentez plus, vous n'êtes plus capable durablement d'être bon dans votre marché, puisque vous n'êtes plus capable d'innover. Et le leadership, la personne source, les personnes sources, elles doivent vraiment œuvrer, pousser pour que ces expérimentations puissent se faire. Voilà, donc ça, c'était le deuxième axe que j'ai évoqué de cet entrepreneur, de ce leader qui doit tendre vers la bonne direction. Le provocateur sur le modèle d'affaires est déterminant, évidemment, et je l'ai un peu introduit tout à l'heure. C'est le fait de dire, OK, on a un modèle d'affaires, donc on a plein d'outils pour ça. Moi, je suis un fan de nos amis Osterwalder et Pigneur, déjà parce que j'étais avec Pigneur à l'université de Lausanne, alors qu'il était prof d'informatique de gestion, puis je vous dire qu'il n'était pas très bon, quoi, je lui ai dit d'ailleurs, comme prof d'informatique de gestion. C'est aussi peut-être parce que c'était le vendredi matin à 8h, qu'on était tous bourrés encore de la veille, parce que c'est les jeudis soirs de Lausanne, vous êtes bourrés. Donc il n'avait pas ça pour lui. Par contre, dans son aventure avec Osterwalder, ils ont monté un modèle absolument incroyable, et surtout des conférences et des sessions de formation absolument incroyables autour de ce business model. J'en ai suivi, j'ai impliqué beaucoup de collègues dans différents projets sur cette dynamique, et ils ont sorti le nouvel opus le 20 avril, qui est la Invisible Company. Donc c'est vrai qu'ils l'ont sorti pendant le Covid, donc c'était quand même peut-être pas le bon titre à sortir à ce moment-là. Maintenant, ce
qui est vachement intéressant avec ça, c'est qu'ils ont développé une méthode pour innover dans les business models et montrer comment est-ce que les différents business models qui aujourd'hui font référence ont su innover. Et ça, le rôle du leader, c'est de poser le business model et régulièrement de refaire des workshops sur le business model pour être sûr qu'on est dans la ligne, qu'on touche nos bons segments de clients, etc. Vous me direz, si vous êtes entrepreneur et puis que vous lancez votre entreprise, vous l'avez lancée il n'y a pas longtemps, j'imagine que tout ça n'est pas tout à fait étranger pour vous. Par contre, il y a beaucoup de boîtes qui ont 5 ou 10 ans et qui ne l'ont plus jamais refait. Et c'est le rôle du leadership d'aller titiller ça. D'accord. Et puis je vais terminer ma présentation par la question de l'organisation, du fameux collaborateur en chef, comme disent les Québécois. Le leadership, la source, l'entrepreneur. Alors, au début, il est tout seul, donc ça, il n'a pas trop besoin de s'en soucier. Puis après, il va commencer à avoir des gens avec lui. Et puis, il doit faire en sorte que cette collaboration entre les gens, elle fonctionne et que les gens aient vraiment envie de s'impliquer pour le collectif. D'abord, c'est intéressant, les gens me posent souvent la question, mais finalement, c'est quoi ta place en tant que personne source, entrepreneur, qui a fondé l'entreprise, puis maintenant tu n'es plus CEO, alors tu fais quoi? Et je pense que la place des personnes sources, une bonne place pour elles, c'est dans le conseil d'administration. Conseil d'administration, nouvelle formule. Plus un conseil d'administration, on est dans une logique de critiquer l'exercice réussi par la direction ou pas réussi par la direction, mais qui a un vrai conseil. Vous voyez que là, on a défini dans notre constitution les différentes responsabilités du conseil d'administration. Et là, on pourrait en parler aussi des heures, je vous passe les détails et tout ça. Mais quand on me pose la question, mais où est-ce que la personne source ou les personnes sources doivent encore exister pour être capables de tirer l'entreprise dans la bonne direction, de faire en sorte que les valeurs soient respectées, de faire en sorte qu'on puisse changer le business model, pour moi, c'est le conseil dans une logique de conseil d'administration moderne, 4.0, et pas dans une vieux logique de conseil d'administration voilà, qui est une chambre d'enregistrement sans valeur ajoutée, quoi. Donc ça, on pourrait en parler pas mal de temps aussi. Et puis chez Loico, et je terminerai par là, on a développé depuis le début, depuis 2013, donc ça c'est vraiment des vieilles slides là, que je vais vous montrer, mais ce concept d'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, c'est ce que doit promouvoir le leadership pour faire en sorte que tout le monde tire à la même corde au sein de l'organisation, dans le sens des objectifs de l'organisation, sans que vous ayez besoin ni de hiérarchie, ni d'objectifs, ni de tous ces trucs qui font qu'on ne prend pas les gens pour des adultes. Il vous suffit, entre guillemets, de cultiver ces 5 piliers et les gens vont tirer naturellement à la même corde. Alors, vous me direz que c'est un peu idéaliste, je pense qu'on va pas à la table ronde, mais malgré tout, nous, on a vu fonctionner ça à fond ces dernières années, et aujourd'hui, je peux dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, on considère que pour que tout le monde tire à la même corde dans une organisation, il faut qu'il y ait 5 piliers en place. D'abord, et je pense que j'en ai assez parlé, des valeurs partagées, que les gens trouvent du sens dans ce qu'ils font au travers des valeurs. Et ça, chez nous, on engage les gens. 70% du temps du recrutement est passé sur les valeurs. On communique beaucoup dessus, comme on vous l'a dit. On essaye, les personnes sources et les fondateurs, d'être exemplaires tant que faire se puisse. Et puis, on a des réflexes liés à ces valeurs. On essaie de montrer qu'est-ce que veulent dire ces valeurs sur le terrain. Deuxième pilier hyper important, la sécurité. Si vous voulez que les gens tirent à la même corde, il faut qu'ils sentent en sécurité dans l'organisation. S'ils peuvent être licenciés du jour au lendemain, si leur chef est un chef qui ne les pousse pas en avant, qui n'est pas bienveillant s'ils ont un chef, qui ne leur pousse pas à faire des expérimentations, et donc les gens ils ont peur de prendre un coup de bâton quand ils prennent une initiative, les gens ne se sentent pas en sécurité. Quand on n'est pas en sécurité, c'est le deuxième niveau de la pyramide de Maslow, mesdames et messieurs, on ne bouge pas. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous allez jouer votre pomme, puis dire, moi, je ne bouge pas, j'ai mon salaire, j'ai mon truc, etc. Et il faut savoir que les organisations, les collaborateurs sont déjà soumis à plein de choses qui leur font peur, plein d'éléments exogènes. Ça ne sert à rien qu'au niveau endogène, on leur mette encore une pression qui fait que les gens ne vont pas réussir à bouger. Il y a un super talk que je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé, de nouveau Simon Sinek, qui s'appelle How Good Leaders Make You Feel Safe, et qui explique que les premiers leaders dans l'histoire, c'était les chefs de tribu. Les chefs de tribu, les gens allaient se rassembler autour d'eux pour des questions de sécurité, ils n'étaient pas obligés de le faire. Après, il y avait les princes avec les serfs, vous vous souvenez, ces paysans qui venaient se rendre esclaves euh, du leader du comté pour des questions de protection contre les envahisseurs. Et puis aujourd'hui, le nouveau leadership, l'ancien, on va dire, leadership des organisations capitalistes traditionnelles, eh bien c'est, j'adore donner cet exemple, un président, un directeur général du Crédit Suisse qui se permet de dire devant la Cour américaine, alors moi j'ai fait tout juste, par contre les gars qui étaient en dessous de moi, ils ont sacrément foiré. De facto, cet homme-là, en n'ayant pas préserver, protéger ces gens, il a perdu son rôle de leadership vraiment immédiatement. D'ailleurs, il est pas resté très très longtemps après ça. Donc, deuxième pilier de l'intelligence collective, si vous voulez que les gens tirent à la même corde, la sécurité. Troisième, le pouvoir. Vieille slide que j'ai fait en 2015 pour une présentation au Québec. Là, on voit notre président de la Confédération d'alors qui est tout seul sur le quai d'une gare avec un touriste américain qui le prend en photo. Ce tweet a fait
plusieurs milliers de fois le tour du monde. Hein. Et puis le touriste américain dit, mais attendez, regardez, il y a le président de la Confédération, puis tout le monde s'en fout. Quoi. Il n'a pas le pouvoir, ce gars-là. Et c'est pour ça que je pense que notre système est le moins pire globalement au niveau politique, c'est clairement on a une mutualisation du pouvoir qui fait qu'on n'a pas cette espèce espèce de leadership qui décide de tout et puis qui en finalité est dans une tour d'ivoire et qui n'entend plus du tout la population. Voilà, donc ça on l'a pas au niveau fédéral, on l'a peu, on l'a moins. Il ne faut pas qu'on l'ait dans les entreprises. Et donc nous, notre credo chez Loico depuis le début, ça a été de partager un maximum le pouvoir, de le donner aux gens pour qu'ils en fassent quelque chose. Désolé pour les petits bruits, pour qu'ils en fassent quelque chose de positif. Voilà. Et donc on s'est dit, si chez Loico, on n'osait pas faire confiance simplement. Hein, on a, et vous avez le petit côte qui est assez chouette ici. Ouais, on a 99% des organisations qui sont construites sur le fait qu'on ne fait pas confiance aux gens. Ce qui est hallucinant. D'accord. Pour 1 ou 2% de gens qui pourraient fauter, on emmerde les 99% qui restent. Quoi. Et donc, chez Loico, depuis le début, on a choisi de ne pas avoir d'horaire de travail, de ne pas avoir de lieu obligatoire de travail, de ne pas avoir de dress code, de ne pas avoir d'objectifs individuels, de ne pas avoir de vendeur, de ne pas avoir de chef. D'accord. Donc voilà. Donc, oser faire confiance, évidemment, c'est-à-dire lâcher prise. Des fois, pour le leadership, c'est compliqué hein, parce que c'est son bébé, on l'a confondé, on aimerait que tout le monde suive les belles règles. Mais demandez-vous si vous auriez envie de suivre des règles et surtout si justement vous n'avez pas créé l'entreprise pour que vous évitez d'avoir quelqu'un qui vous dit tous les jours ce que vous devez faire, où vous devez aller, etc. Donc, osons faire confiance. Et puis, nous, on a lancé à l'Oikocratie il y a de ça en mai 2018. Donc, on a supprimé la hiérarchie. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce modèle? Évidemment, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 dans une entreprise, vous pouvez vous coordonner sans autorité. D'accord? Et pourquoi? Parce que, enfin, sans autorité, pardon, sans chef, sans hiérarchie. Parce que tout se dit autour de la table et finalement, je vous ai montré les piliers, enfin le pilier du pouvoir. Tout le monde a le pouvoir, parce qu'il suffit d'aller parler. S'il y a un CEO ou un fondateur, on va lui parler pour dire ah, on pourrait faire ça, puis on fait ça. Donc vous avez le pouvoir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, plus l'entreprise grandit, plus pour des questions de coordination, d'organisation, vous allez mettre des équipes avec des chefs d'équipe, et plus vous allez éloigner les gens du pouvoir. Et de quoi vous avez un désengagement que nous on a vécu qui est mécanique. D'accord. Vous voyez les gens qui étaient super engagés, machin, tout d'un coup commencent à vous dire ouais mais bon alors c'est conditions cadres, c'est machin. Puis vous commencez à avoir des espèces de trucs qui sont des trucs d'entreprise traditionnelle. Puis vous dites mais non mais pas ça chez moi quoi. Alors nous on s'est dit voilà, on ne veut pas ça chez nous, donc on a supprimé la hiérarchie et on a choisi un autre mode d'attribution du pouvoir. Je n'ai pas été dans le détail là, peut-être vous l'avez déjà vu à gauche et à droite et il y a pas mal là-dessus sur le site web. Donc ça c'était le troisième pilier, distribution du pouvoir. Le quatrième c'est le savoir. Il faut absolument que l'information soit diffuse dans l'organisation, parce que si vous donnez le pouvoir et que les gens ne savent pas, qu'ils n'ont pas l'information, qu'ils n'ont pas les chiffres, qu'ils n'ont pas la stratégie, ils ne sauront pas à quoi faire du pouvoir. Donc le pouvoir et le savoir sont hyper corrélés. Si vous pouvez, vous avez envie de savoir. Si vous savez, vous pouvez mieux. Quoi. C'est hyper classique et traditionnel ce que je vous dis là. De nouveau, si vous êtes chef d'entreprise et que vous passez, je parle de copains qui font ça, une fois par mois, vous êtes hyper fier, vous faites une grande messe où vous dites à tout le monde toute l'information, vous êtes transparent sur vos chiffres, mais que les gens, ils n'ont pas le pouvoir d'en faire quelque chose, ils ne vont même pas vous écouter, ils vont venir là parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ça ne va pas les intéresser. Et c'est normal, si vous ne pouvez rien en faire, vous n'avez pas envie de savoir. Et donc là, chez nous, par exemple, on a mis en place un outil qui s'appelle Teams, qui est un outil de communication interne, sur lequel tout se dit, en plus ça a tué l'email, c'est parfait. Donc ça aussi, c'est une thématique qui vraiment me tient à cœur, mais qui n'est pas évidente, hein, l'information dans l'entreprise, évidemment, parce qu'on a toujours l'impression, les gens disent toujours ah, on communique pas assez, puis des fois on a l'impression que sur certains sujets on communique trop, enfin c'est hyper compliqué. Et puis le dernier élément de ma présentation, c'est l'axe du partage, le cinquième pilier de notre chance collective. Évidemment, si vous dites à tout le monde allez-y les gars, vous pouvez faire, tirez à la même corde et tout ça, mais que vous gagnez un max de pognon, puis que les gars ils crèvent la faim, c'est très compliqué. Donc il y a le partage évidemment des richesses. C'est pas au sens communiste du terme, hein, c'est qu'il faut qu'en fonction de la valeur ajoutée qu'apportent les gens et puis de leur formation, tout ça, il faut qu'il y ait des rémunérations qui soient correctes. Mais par contre, il faut qu'il y ait une logique de partage, que ça soit d'ailleurs au niveau de l'argent, mais également au niveau de l'effort. Hein. Et ce n'est pas parce que vous avez été fondateur que vous n'avez pas le droit de passer aspirateur en fin de soirée si vous avez fait la bamboule. Il n'y a personne dans votre entreprise qui a été engagé pour faire ça a priori. Donc vous pouvez faire aussi, c'est un exemple à la con, hein, disons, mais c'est ce côté lead by example qui pourrait être important. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour Merci votre à vous. présence. Et puis, à très bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt sur les réseaux sociaux alors. Ciao, ciao. Au revoir.